Comment est-ce que vous êtes devenu éleveur? J'étais fils d'agriculteur et quand je suis allé en pension à l'âge de 12 ans, je pleurais parce que je devais quitter la ferme. Et pour me consoler, mon père m'a acheté une brebis et deux jeunes. C'est le point de départ de l'histoire. Et puis alors j'ai eu quelques brebis inscrites. J'ai participé à des concours pendant des années. Oui. Et alors, lorsque j'ai ralenti le métier de vétérinaire en clientèle, j'ai développé une activité agricole avec mon épouse. Et le mouton est la seule spéculation qui permet de démarrer avec très peu de capitaux. Donc c'est pour ça qu'on a créé un élevage professionnel de moutons. C'est parce qu'on aimait bien et parce que, en plus de ça, ça ne nécessitait pas de capitaux énormes pour démarrer. Et ce sont les moutons qui ont construit la ferme. Oui. Donc vous avez d'abord commencé à exercer la médecine vétérinaire. Oui. J'étais fils d'éleveur. Vous étiez fils d'éleveur. Vous êtes heureux dans votre métier? C'est le fait d'optimaliser toute la zootechnie, toute l'agronomie, toute la physiologie. C'est vraiment ça qui me rend heureux. Moi, je ne conçois pas d'élever des animaux sans avoir un but de production quand même. Parce que autrement, alors on se contente d'un mouton dans la pelouse ou d'un chien dans la maison. Ça suffit. Donc, mais dès le moment où on aborde la production animale, je crois qu'il faut optimaliser au mieux tout ce qu'on peut connaître en matière de physiologie d'abord, et puis de zootechnie et d'agronomie. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à être un des premiers vétérinaires en clientèle à utiliser un ordinateur pour calculer des rations et à utiliser un ordinateur pour aussi faire le suivi de fécondité des bovins de manière à optimaliser la fonction de la production aussi, puisque c'est la base de toute production. Oui. Donc voilà, c'est ça qui me rend vraiment heureux, c'est que la bête soit bien, qu'elle mange bien, qu'elle fasse beaucoup de jeunes, beaucoup de lait, voilà. Qu'est-ce qui se passerait si on n'optimalisait pas Tout d'abord, la production est moindre, ça c'est clair. Oui. Deuxièmement, le premier à souffrir quand on n'optimalise pas, c'est l'animal. Mais derrière l'animal, l'homme souffre aussi. Parce que la rentabilité n'est pas là, le travail supplémentaire engendré par une non-gestion ou par une non-optimalisation de l'ensemble des paramètres dont je viens de parler, génère du stress, c'est inévitable. Moi, je suis convaincu que l'organisation, la systématisation, la routine permet de lisser toute une série d'accidents, de problèmes, d'écarts par rapport au déroulement normal d'une production quelle qu'elle soit. La science a une part importante dans votre démarche. Pour moi, c'est la base. Oui. C'est la base. Je ne conçois pas qu'on puisse calculer une ration d'un mouton ou d'un bovin sans savoir comment se récolte la plante ou comment l'animal va lui-même manger la plante. Oui. C'est inconcevable. Oui, et le bien-être animal dans cette philosophie-là, comment est-ce que vous concevez ce bien-être animal? D'abord en disant que la première règle pour considérer le bien-être animal, ça ne doit pas être anthropomorphique. Ça veut dire que la science à nouveau intervient, dans la mesure où il faut comprendre quels sont les paramètres du bien-être de l'animal et surtout les distinguer de notre bien-être à nous. Oui. Mais derrière ça, notre bien-être à nous peut découler du bien-être de l'animal. Tout à fait. Et il ne faut pas vouloir faire à l'animal ce que nous souhaitons qu'il fasse. Nous devons, nous, trouver plaisir à observer, à vivre avec l'animal qui fait ce qui est bon pour lui. Quand on observe l'animal, selon vous, c'est quoi alors un mouton heureux? C'est un mouton qui a un habitat correct, qui a de la paille, qui a une nourriture équilibrée, qui vit avec ses congénères de manière harmonieuse, qui passe en prairie
la moitié, les 2 tiers de sa vie, qui, lorsqu'il est en prairie, est bien protégé contre les parasites, contre toute une série d'inconvénients qui pourraient nuire à sa santé d'abord. Voilà, mais on n'a jamais quand même fait trop d'études psychologiques pour savoir quelle est vraiment la psychologie du mouton. Mais quand on les voit ainsi attendre et quand on les voit venir manger toutes, je crois qu'on peut se dire qu'elles sont heureuses. Un éleveur, il adore pailler les animaux. Pourquoi? Parce que c'est au paillage qu'on voit si les bêtes sont bien, c'est au paillage qu'on voit si les bêtes circulent correctement, si elles se couchent. C'est vraiment le couronnement de la journée. Là. Donc en nourrissant le matin, on voit effectivement les malades de manière aiguë, ponctuelle, mais le paillage, c'est extrêmement difficile à expliquer, mais ça donne l'atmosphère générale de la bergerie ou de l'étable. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable d'apprécier si l'optimalisation de tout ce dont je viens de parler est présente. S'il fait trop humide dans l'étable, on le voit au paillage. S'il y a trop de vent, on le voit au paillage. Et comment ça on le voit au paillage parce qu'on passe du temps. Parce qu'on passe du temps, puis on voit les courants d'air. On vit comme eux, quoi, finalement. On est à leur place. Oui, même de la machine, parce que maintenant on paille avec la machine. Mais même de la machine, lorsque vous avez le flux de paille qui sort de la machine et qui va vers un animal, vous voyez tout de suite à la manière dont il réagit, si cet animal-là est bien ou pas. C'est ça. D'accord. Et les éleveurs qui paillent à la main, ici il y a quelques loges qui sont paillées à la main, mais quand on est dans l'eau et qu'on fait aller la paille avec la fourche, on voit les agneaux qui courent, on voit les brebis qui courent tout autour, et à ça on voit que ça fonctionne bien ou que ça ne fonctionne pas bien. Bon, dans votre démarche, il y a une démarche intellectuelle importante quand même. Pourquoi l'animal comme spéculation? J'ai trouvé une phrase il y a peu qui parlait d'un équilibre sol-plante-animal. Oui. On parle de plus en plus de thérapie, hypothérapie. Je voyais encore un article dans la presse il y a peu sur le côté positif de la présence d'animaux dans la maison de repos, mais pas nécessairement des chiens, des poules. Des poules. Et je crois qu'on est en train de retrouver la liaison, une liaison peut-être plus matérialiste, mais qui quand même a son importance dans une société. C'est la liaison entre l'homme et l'animal, et avec l'animal qui produit quelque chose pour l'homme. Et donc la liaison sol-plante-animal, pour moi, est vraiment le défi du XXIe siècle. Parce que toute société qui a évolué l'a fait avec l'animal. La domestication a été parallèle à l'évolution de l'humain. Dès le moment où cet équilibre-là dévie trop dans la productivité avec certaines formes d'industrialisation qui ne sont pas nécessairement liées au volume, mais qui sont plutôt liées aux méthodes, ou que cette relation-là évolue trop vers l'anthropomorphisme, cet équilibre animal-homme devient mauvais. Et donc, je suis convaincu que la science, si elle arrive à réexpliquer l'importance de l'équilibre sol-plante-animal, on va retrouver tout le rôle de la relation. Et je crois que c'est profond chez ceux qui ont été élevés dans l'élevage. Ils le sentent, ça. Ils ont difficile d'exprimer, mais ils le sentent. Et aujourd'hui, on est en train, parfois, de dénigrer la production animale au profit d'une production végétale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays difficiles, il n'y a pas de plantes sans animal. Et on a quand même pu constater aussi que, d'un point de vue simplement fertilisation, que ce n'est pas facile de faire retourner de manière biologique et de boucler le cycle biologique du carbone simplement entre l'humain et la plante. Et donc là, l'animal a parfois
un rôle intéressant à jouer, parce que produire du végétal sans excréments animaux, c'est quelque chose de totalement impossible. Mais je crois que le fait d'avoir été élevé dans l'agriculture, dans l'élevage, m'a tout de suite sensibilisé à ça, et je suis en train, avec le recul maintenant, de pouvoir essayer de mettre des mots sur cette fameuse liaison sol-plante-animal. Et dans ce cadre-là, la production animale raisonnée a toute sa place. Et donc c'est ça qui me motive. On n'a pas du tout cet équilibre-là dans une production de voitures ou dans un magasin de grande distribution. Là, ça nourrit l'homme. C'est clair. De manière beaucoup plus complexe que simplement consommer le produit animal. Si je prends un exemple précis, ce qu'on appelle la liaison au sol. Pour moi, la liaison au sol, elle est avant tout biologique. Pourquoi? Parce que c'est la biologie seule qui permet d'assumer le cycle complet, le cycle du carbone entre autres. Dans ce cadre-là, dès le moment où on raisonne cycle biologique, on fait en sorte que l'animal optimalise aussi la production végétale et que les déjections animales optimalisent aussi la production végétale. Donc l'intégration des deux, elle est vraiment indispensable. Et derrière ça, quand on y met alors l'aspect sol, eh bien, on a vraiment le trépied, parce qu'on s'est rendu compte que les productions industrielles animales, justement, avaient des méfaits sur le sol, mais parce que ce n'était pas une liaison biologique, c'était une liaison parfois uniquement physique, soit par la présence de l'animal, comme les feedlots dans certaines régions du monde, où là-bas vous avez des animaux parqués sur des carrés de terrain, ça n'a vraiment aucun sens. Et alors il faut récolter les effluents pour aller les répandre plus loin. Par contre, croire qu'il faille que les animaux soient absolument dehors toute l'année, ça n'est pas non plus nécessairement intelligent, parce qu'il y a les conditions météo, et qu'un animal qui va aller piétiner des prairies tout l'hiver va faire plus de tort au végétal et au sol qu'en restant dans une étable ou dans une bergerie. Donc c'est vraiment essayer de retrouver cet aspect biologique, scientifique, raisonné, qui pour moi est un point important. Avec l'objectif, bien sûr, de nourrir l'homme. Vous êtes impliqué dans des associations d'éleveurs. Comment est-ce qu'on parle du bien-être animal en association d'éleveurs et comment vous échangez là-dessus? C'est un sujet qui est très, très compliqué, parce que il faut connaître que la manière dont on a abordé le sujet il y a 20 ans ou 30 ans était plutôt dans un cadre répressif, mais où on a omis d'expliquer et de montrer à l'éleveur que la pratique qu'il avait parfois, non seulement pouvait être embêtante sur le plan du bien-être animal, mais en plus de ça, pouvait être extrêmement embêtante pour lui, pour son bien-être à lui, mais qui, 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, était non rentable pour lui. Et donc, c'est malheureux, mais si on avait pris les choses sur base de la rentabilité, on aurait peut-être pu résoudre certaines choses plus rapidement. Mais pas en omettant à nouveau cet aspect biologique. Et donc c'est un sujet qui est compliqué à aborder en tant que tel entre éleveurs. Oui, il est compliqué à aborder en tant que tel. Quand on obligeait certaines surfaces minimales pour les veaux, qui est de la paille, etc., il m'est arrivé combien de fois, indépendamment de mettre en évidence le premier intérêt qui est le bien-être animal, d'expliquer à des éleveurs, lorsqu'ils avaient des épidémies de diarrhée, par exemple chez des veaux nouveau-nés, qu'il valait mieux les mettre dans la paille, isolés, qui ne se lèchent pas. C'était dans l'intérêt du veau, puisqu'on lui maintenait une santé correcte, mais c'était aussi dans l'intérêt de l'éleveur et dans l'intérêt de la santé publique, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme excès de médicaments lorsque ces aspects-là étaient négligés. La mort de l'animal, ça a quoi comme sens pour vous?
À nouveau, moi je crois que c'est un cycle, point. Et je crois que l'individualisme humain maintenant a beaucoup trop tendance à oublier qu'il fait partie d'un cycle et que de toute manière, son carbone, il redeviendra du carbone pour autre chose, pour une plante, pour un morceau de bois ou pour un animal. Et ça, c'est inévitable. Donc, si on comprend ça, ben oui, il y a une question de temps. Alors, oui. Est-ce qu'un animal doit mourir à 1 an, à 6 mois, à 10 ans? On se pose des questions beaucoup de questions sur l'euthanasie dans le domaine humain. Est-ce que c'est encore de vivre à 85 ans grabataire dans une maison de repos? Je crois que c'est un cycle. Je crois que tous les cycles ont un début et une fin. L'important, c'est qu'ils soient pendant la vie où il y a une conscience, parce que je crois que derrière tout ça, il faut qu'on détermine aussi la notion de conscience. Hein. Pourquoi est-ce qu'une plante s'oriente vers la lumière? Est-ce que c'est par conscience ou c'est simplement par subsistance? Bon, voilà. Et probablement que moi, je suis tout à fait opposé à ceux qui veulent mettre l'animal sur le même pied d'égalité que l'homme. Il y a quand même une question de conscience. Je crois qu'on doit essayer justement d'améliorer l'homme, mais pas nécessairement en voulant le mettre à égalité avec l'animal, parce que là, je crois que ce sera plutôt aller dans le mauvais sens. Donc, je mets ça dans le cycle. Et j'en mets, ou peut-être volontairement, je ferme les yeux sur la notion de temps, mais il y a des gens qui perdent des enfants à 6 jours, à 6 mois, à 6 ans, et la notion de temps, elle est aussi grave pour ces gens-là. Voilà. Le prérequis, c'est qu'on accepte que l'élevage d'animaux soit destiné à la production, donc à nourrir des gens. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la règle de départ. C'est la règle de départ. Et je me pose aussi toute une série de questions sur l'élevage d'animaux de compagnie. Parce que je ne suis pas sûr que, pour commencer, ils soient nettement plus heureux dans un appartement que les animaux ici dans nos bergeries ou dans nos étables. Quand on voit aussi certains problèmes au niveau de la santé d'animaux mal nourris, je ne suis pas sûr que ce soit plus heureux aussi que certains modes d'élevage industriel. Il y a juste la notion de temps qui change un peu. Mais à part ça, alors est-ce qu'on a le droit d'élever des animaux uniquement pour le plaisir de l'homme? Et le premier des plaisirs, en tout cas c'était le cas jusqu'il y a 50 ans d'ici, c'était quand même de manger à sa faim. Et là, il faut reconnaître que l'animal a beaucoup aidé, l'humain arrive à cela. De là à manger trop, il faut arrêter. De là à ne manger que ça, il faut arrêter aussi. Et donc c'est toute une question d'équilibre. Donc cycle et équilibre, ce sont mes deux points d'ancrage pour accepter ou pour produire des animaux en sachant qu'ils vont mourir un jour pour nourrir l'homme.